Bonjour, Bonjour. Ismaïla Diagne, secrétaire général de France Volontaire. Je suis avec M. Godefroy, normalement. Très bien. Alors, Monsieur Godefroy, il est. Ah oui. Ah, Ah, il est là. Parfait. Monsieur le ministre, on vous entend pas encore. On attend. Alors non, ça met connexion à l'audio, ça va peut-être arriver. Oui, allô? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, Bon, alors, merci. c'est bon, c'est en enregistrement là. C'est bon, parfait. Bon, écoutez, d'abord, meilleurs vœux à vous, cher Jacques, à toi, Oui, oui. à vous aussi, Ismaël. Ismaël, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Pour j'espère que cette année sera une année utile pour la politique de partenariat et de développement solidaire et utile aussi pour, bien évidemment, le volontariat. Et puis, bon, on le fait encore la même semaine, et puis je sais que vous y serez sensible aussi. On a bien évidemment une pensée pour toute la famille de Marielle de Sarnez, et pour bien évidemment Marielle de Sarnez. Je sais que vous l'avez aussi connue dans vos fonctions politiques et autres. Oui, elle a fait du très bon travail, oui. Donc on a aujourd'hui, donc je salue tous les collaborateurs, les collègues députés qui sont connectés ou les collaborateurs. Et donc aujourd'hui, c'est l'audition. Pourquoi je m'entends? C'est bon. Connecté? Comment c'est que je m'entends? C'est bon, moi je vous entends, je t'entends très bien. Non, mais en fait, je m'entends en écho. Ah, bon. Peut-être. Voilà. Bon. Attention, je vais essayer de parler le minimum. Donc voilà, Jacques Godefroy, ancien ministre de la coopération de France Volontaire, et Ismaël Diagne, secrétaire général. Donc on est ravis de vous avoir. On voulait vous avoir dans le cadre de l'audition, donc vous savez, du projet de loi sur le développement solidaire et la lutte contre l'inégalité mondiale. Projet de loi qui est issu de nombreuses consultations avec les acteurs de la société civile. Alors, vous pouvez couper vos micros, peut-être certains, parce que c'est ça qui fait que je m'entends en écho. Ça vient de disparaître. L'image est fixe. Vous m'entendez? Ça y est, c'est revenu. Oui, ça y est, c'est revenu. Donc voilà, alors on va aller tout de suite droit au but. Nous, en fait, on voulait vraiment vous voir parce que vous savez, dans le cadre de ce qui est fait depuis 2017, qui a commencé aussi bien avant, notamment avec la création de France Volontaire, c'est de mettre le volontariat, de mettre la mobilité circulaire, de partage d'humain à humain au cœur aussi de ces politiques de partenariat et de développement solidaire. On sait que France Volontaire, c'est un acteur central de cette volontariat. Il n'y a pas que France Volontaire, mais en tout cas, c'est un élément central. Et bien évidemment, dans le texte de loi, il y a un article qui permet le volontariat de réciprocité. Je sais que c'est un combat que vous avez porté depuis très très longtemps. Donc, on aimerait avoir un peu votre vision sur la politique, mais le texte de loi, comment vous voyez, quels sont les manques, les choses qui vont bien, les choses qu'il faudrait peut-être rajouter, et puis sur l'article notamment, et puis les éléments qui sont dédiés au volontariat, ce qui va dans le bon sens, ce qui manque, peut-être les propositions d'amendement si vous en avez, comment on peut vraiment faire en sorte eh bien, que le volontariat, la capacité qu'on a de travailler, de mettre la relation homme à homme, et en tout cas notamment avec les jeunesses africaines, les diasporas africaines, de faire en sorte qu'elles soient plus que le moteur de cette action-là, mais aussi des acteurs principaux et cruciaux de cette politique-là. Donc voilà, c'est un peu une vue à la fois générale et puis plus précise sur un certain nombre d'éléments. Et vous avez toute la liberté aussi d'aborder d'autres sujets du projet de loi qui vous intéresseraient. Nous, en tout cas, on est très contents de vous avoir. On est enfin heureux de pouvoir faire ce cycle d'audition sur cette loi-là. Et 2021, on en est sûr, sera l'année de l'adoption de cette belle loi qui nous projette dans les enjeux du développement durable des ODD de l'agenda 2030 et de la lutte contre les inégalités mondiales. Merci. Merci beaucoup, cher
Cher Monsieur le député, cher Monsieur le Président, je vais droit au but comme tu l'as souhaité. Il est autorisé de se tutoyer malgré le... Hein, si tu permets. Bien sûr, tout à oui, fait. Bon. Là, dans le cadre de l'édition, Oui. je ne suis pas permis au début de te tutoyer, mais si tu le fais, il n'y a aucun souci. Si. Enfin, simplement, ce texte, il est extrêmement important car il correspond vraiment à une ligne de pensée sur les relations entre le Nord et le Sud et le Nord. D'abord, il est dans l'esprit aussi de ce que le CICID a déjà élaboré il y a plusieurs années. Donc, il va bien dans cette ligne que nous-mêmes, nous avions initiée il y a 4-5 ans déjà. Et j'aborde directement un point qui est très innovant, c'est la réciprocité. Il prend en compte la réciprocité qui est née au fil de circonstances. D'ailleurs, elle est née lors d'une visite que j'ai faite auprès du président Issoufou à l'époque, qui était déjà au Niger, et auprès du président du Mali, pour leur annoncer qu'il y avait des zones sans sécurité dans lesquelles il fallait que nous retirions des jeunes. Et je leur ai dit, mais en compensation, nous voudrions que des jeunes Africains soient désignés pour venir au Nord. On a besoin d'eux. Et quand je lui ai ajouté « on a besoin d'eux », j'ai vu l'effet de surprise auprès de ces deux hautes personnalités, dont une des deux m'a dit « mais c'est la première fois qu'on me dit que le Nord a besoin du Sud ». Et c'est ça, la phrase clé, elle est là. La coopération, d'ailleurs coopération, ça veut bien dire dans les deux sens. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous assure que les jeunes qui sont venus, il y en a quand même plusieurs dizaines et dizaines maintenant depuis qu'on a initié ce principe de réciprocité, les jeunes qui sont venus se sont montrés d'excellents éléments qui ont été placés dans des maisons des jeunes et de la culture, qui ont été placés dans des lycées et qui arrivent en France pour la première fois. Ils découvrent, eh bien, en très peu de temps, ils s'adaptent et en même temps, ils se montrent extrêmement utiles au travail de liens sociaux que l'on essaye nous-mêmes en France de faire. Parce qu'ils ont un peu ça dans le sang, hein. C'est aussi les liens sociaux, ça caractérise parfaitement leur pays. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intégration qu'il y a entre l'État, le Quai d'Orsay, et les associations d'éducation populaire françaises. On a un peu copié au moment de la création, à l'époque, c'était la secrétaire d'État, Madame Ramayad, qui avait que je connaissais, et on a transformé les volontaires du progrès en France volontaire. Et France volontaire, l'esprit de France volontaire, c'est ce copartage, ce partage avec l'État des responsabilités. Et ça rappelle un peu l'Office franco-allemand de la jeunesse, l'Office franco-québécois de la jeunesse, dans lequel il y a une parité d'action entre les associations et l'État. Eh bien, chez nous, c'est pareil. Le président que je suis est proposé par l'État auprès du conseil d'administration, certes, et il y a deux vice-présidents, quelqu'un qui représente le Quai d'Orsay et surtout celui, Alain Canon, qui représente toutes les associations d'éducation populaire. Et elles y sont toutes, depuis, j'en cite quelques-unes, les scouts jusqu'aux Francs et Franches Camarades, depuis les foyers au Lagrange jusqu'à la délégation catholique à la coopération. Bref, il y a toutes ces associations d'éducation populaire qui ont une branche internationale. Et je peux vous dire que depuis la création de France Volontaire, il n'a pas été utile, nécessaire de faire un vote. C'est-à-dire qu'on prend toutes nos décisions à l'unanimité. Bon, on palabre, hein, on est un peu en Afrique, on palabre, on va jusqu'au bout de nos raisonnements et puis à un moment donné, on trouve le consensus. Ça s'est toujours passé, en tout cas sous ma présidence, comme cela. Voilà. Alors, les jeunes qui vont là-bas, nous sommes aussi en lien et je trouve que le système fonctionne très bien aujourd'hui avec l'Agence du service civique. L'Agence du service civique a eu un certain nombre de demandes pour aller à l'international de la part des jeunes et comme l'international, ça ne s'invente pas, que l'Agence du service civique n'a pas, je me permets de le dire, hein, la culture de l'international comme nous l'avons, eh bien, nous travaillons ensemble pour que ces envois de jeunes volontaires puissent, du service civique puissent
s'adapter immédiatement quand ils arrivent. On ne les laisse pas partir sans un minimum de formation. Enfin, je voudrais dire que dans les volontaires que nous envoyons, nous avons gardé un petit volant, il y en a 102 actuellement, qui ne viennent pas directement des associations, qui viennent s'adresser directement à France Volontaire. On a gardé ce petit contingent un peu pour garder la main, pour être toujours dans l'expérience de l'international. Nous ne sommes pas là que pour être de simples relais des associations, mais pour être à leur côté dans les mêmes termes. Voilà en gros très brièvement ce que je souhaitais vous dire. Alors, si quand même je voudrais ajouter une chose, c'est que nous avons axé nos actions sur les problèmes sanitaires. On est en plein là-dedans en ce moment. Vous savez que la Banque mondiale prévoit que si la pandémie se développe encore plus, c'est 150 millions de personnes qui vont tomber encore plus dans la dépendance, la pauvreté, la misère. Donc voilà, donc on est sur ce créneau, on est sur le créneau formation, éducation, mais on est toujours sur des dossiers que les États nous signalent. Ça, j'y tiens beaucoup. On n'arrive pas dans ces pays en disant on vous envoie un tel pour faire ça. C'est une coopération totale que nous avons avec les États. Et d'ailleurs, c'est important parce que ces sociétés africaines, elles aussi veulent de la société civile. Et comme nous sommes très société civile avec les associations, ça tombe très bien. Je ne peux pas oublier, pour terminer, les collectivités territoriales. C'est très important. Depuis quelques années, elles ont le droit donc de faire de la coopération internationale. Ça a été une excellente décision qui a été agréée par le Conseil d'État. À l'époque, j'étais allé défendre le dossier au Conseil d'État, qui nous avait compris. Eh bien, c'est vrai qu'une commune comme Nancy, Lille ou au hasard Sanka, par exemple, qui voudrait faire de la coopération internationale. En Bretagne, il y a très bon choix de commune. Très bon choix. Oui, mais j'ai dit ça au hasard. Hein, au hasard. Qui voudrait, je ne sais pas, aller prêter main forte pour la création d'un marché dans un quartier, dans une ville, ou d'un transport public, ou d'une association, monter une association de jeunes dans une maison des jeunes qui existe là-bas, ou appuyer une action de femmes pour l'amélioration de l'artisanat, enfin bref, voilà. Eh bien, nous sommes aux côtés des collectivités territoriales qui le souhaitent pour leur ouvrir la voie et leur faciliter les choses quand elles pratiquent un jumelage comme ça. Voilà, j'ai résumé. Très bien. Merci beaucoup, cher Jacques, merci, monsieur le ministre. Alors, est-ce que Ismaïla, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Ismaïla pourrait dire un mot, oui, bien sûr. Oui, alors peut-être deux, trois éléments rapides. Donc, bien entendu, nous saluons effectivement les enjeux posés dans le projet de loi. Ça, c'est la première chose. Nous avons préparé une note détaillée que nous allons vous transmettre à l'issue de notre séance d'audition, donc qui détaille l'ensemble des éléments, des remarques, des observations et des propositions que nous avons pu travailler en amont. Donc, nous transmettrons cette note. Est-ce que vous pouvez développer ici un peu les grandes lignes, parce que ouais. Les auditions, ça sert aussi à ça, c'est intéressant. En plus, c'est enregistré, puis du coup, s'il y a des collaborateurs ou des collègues qui sont ici, oui. Les grandes lignes. Alors, le premier élément, je pense que nous pouvons, en tout cas sur la question du volontariat, nous estimons que le projet de loi peut aller beaucoup plus loin dans l'expression des ambitions autour du volontariat. Je pense qu'on a une équation au niveau du secteur du volontariat, toute forme d'engagement confondue. C'est la question de l'offre et de la demande. On a une demande qui explose, qui traverse toutes les catégories sociales de la société, qu'on soit retraité, jeune, diplômé ou autre. Donc, on a les chantiers de jeunes, et j'en oublie, le volontariat, l'engagement au travers des entreprises. Donc, il y a une demande qui est importante et qui est multiforme. L'offre est extrêmement faible. Donc, on a un gap entre l'offre et la demande. Donc, ça, c'est la principale équation qui traverse le secteur du volontariat.
Et ça amène à quoi? Ça amène à développer effectivement des formes de volontariat non sécurisées. Ça amène à développer des volontariats du type volontourisme qui amènent les jeunes à s'engager effectivement auprès d'associations qui les amènent effectivement sur des terrains extrêmement dangereux, à la fois pour eux, mais également pour les populations qui les accueillent. Donc, c'est là où proviennent les dérives que nous pouvons aujourd'hui constater dans le secteur du volontariat, parce que l'offre, elle est faible et la demande, elle explose. Du coup, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'en saisissent comme niche et qui développent des formes de volontariat payant. Donc ça, c'est un enjeu fort. Je pense que dans le projet de loi, il faudra que la question de l'offre soit posée à la fois en termes de quantité, mais également en termes de moyens de financement. Alors, c'est-à-dire, très concrètement, c'est-à-dire, vous souhaitez que ce soit posé comment? Alors, je pense que dans la formulation de l'ambition, on peut effectivement, en tout cas, réfléchir à un doublement. D'accord. Donc, un doublement. Soit en termes d'offres de finance, enfin, soit en termes de financement par le secteur public, la puissance publique, voilà, doublement, ou alors en termes d'accueil de volontaires ou d'envoi de volontaires, c'est ça? Absolument, absolument. Donc, et mécaniquement, le doublement, c'est aussi une augmentation des moyens alloués, budgétaires alloués par l'État. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important parce que la France souffre aujourd'hui d'une présence très faible en termes de coopération de proximité. À l'époque, les services de coopération disposaient d'un certain nombre de moyens. Je parle sous le contrôle du président. La France était présente. Aujourd'hui, je pense qu'on peut en tout cas courir le risque d'avoir une coopération désincarnée et éloignée. Et la présence des volontaires, c'est une vraie présence de proximité au plus près des populations. Ils expriment effectivement les valeurs et la politique que promeut la France sur le terrain. Certains jeunes ne veulent pas en entendre parler. Bon, c'est un peu, la sociologie des jeunes, mais quelle que soit leur posture, ils représentent quelque part leur pays, les valeurs, etc. Donc, je pense que la question de la présence et de la coopération de proximité, le volontariat y répond totalement. Il faut en tout cas qu'on travaille, qu'on se donne les moyens à travers les volontaires d'avoir une présence de proximité. Et je pense que dans votre rapport, vous l'avez exprimé, vous êtes même allé beaucoup plus loin avec des propositions très concrètes. Le pass engagement solidaire, je pense que ça, c'est une piste parce que si on veut aller de l'avant sur la question de la quantité, il faut qu'on développe des approches programmes en lien avec les objectifs de développement, les ODD ou en lien avec un certain nombre d'autres sujets. Donc, en tout cas, la question du développement quantitatif, et par là, on règle aussi la question de la qualité et des dérives et à travers le volontariat payant et puis d'autres formes de dérives. Je pense que c'est vraiment le principal levier auquel, effectivement, va falloir travailler. Je ne sais pas si M. Godefroy veut ajouter ce premier point. C'est très, très juste ce que vous venez de dire, je vous en remercie, mais on trouve des embryons de réponse, plus que les embryons d'ailleurs, dans le rapport. Et je le redis, on apprécie beaucoup les échanges qui ont eu lieu depuis plusieurs longs mois déjà, et nous nous retrouvons dans nos propositions, dans les lignes du rapport, et je tenais vraiment à le signaler et à remercier. Tout à fait. Alors, le deuxième axe, c'est aussi réaffirmer le rôle de l'éducation citoyenne à la solidarité de l'EXI en France. Je pense que c'est un vrai sujet, à la fois pour sensibiliser l'opinion. Je pense qu'il y a... On est coupé, ouais. Ça revient. C'est bon. C'est bon, ça revient, d'accord. Ismaïlia, on ne vous voit plus. Je pense que vous pouvez lire. On ne vous voit plus. Non. C'est bon. Voilà. OK. Donc, sur la question de l'EXI, je pense que c'est un enjeu en France de travailler à ce que les citoyens se réapproprient les enjeux de développement à l'international. Donc, ça, c'est un vrai sujet, à la fois auprès des publics jeunes, les lycées, les collèges, mais aussi auprès du grand public. Là, je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a également un travail à faire sur, effectivement, en tout cas, l'appropriation d'un certain nombre de dispositifs, d'outils qui existent au niveau de la solidarité internationale. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation que font les associations
de jeunesse et d'éducation populaire. Je pense que les anciens volontaires ont un rôle à jouer parce qu'à leur retour de mission, ils sont en tout cas les meilleurs témoins pour effectivement parler d'un certain nombre de choses, témoigner dans les écoles, les lycées, les collèges, dans les communes. Donc là, il y a un vrai sujet, comment on se redonne aussi des moyens et des capacités pour que, à travers l'éducation citoyenne, on se réapproprie les enjeux internationaux en France, à la fois grand public, citoyen, comme au niveau des jeunes. Troisième élément, on a un secteur, ça je pense que vous l'avez repéré également, le secteur du volontariat est un secteur très éclaté. Les formes d'engagement sont nombreuses, c'est à la fois une richesse, mais aussi ça dit qu'il y a un travail de structuration, de pilotage et d'animation de cet ensemble. C'est là où effectivement le rôle de France Volontaire est important. Je laisserai M. Godfrey en parler, mais nous allons effectivement vers une réforme de l'organisation. Je ne sais pas dans quel sens la réforme se fera, mais peut-être, Président, je vous laisse. Oui, on s'appuie sur deux textes. Le premier, c'est les inspecteurs des affaires étrangères qui nous ont suggéré un certain nombre de pistes. Et deuxièmement, la Cour des comptes qui est en plus, par chance, le rapporteur du dossier à la Cour des comptes sur France Volontaire, c'est Brigitte Girardin qui a été elle-même ministre de la coopération. Ça veut dire si on a une compréhension commune tous les deux. Et effectivement, il souhaiterait que le statut associatif, parce que nous sommes une association de loi 1901, et notre budget quand même est de 15 millions d'euros aussi. Donc, ça fait beaucoup, je dirais, pour quelque chose qui administrativement est assez léger. Une association de 1901, c'est 3 personnes déposées à la préfecture de police, c'est tout. Et peut-être allons-nous vers une piste où le rôle de l'État serait un peu plus fort en matière de contrôle de financement. Ce qui d'ailleurs, je le dis au passage, arrange tout à fait le président, parce que la responsabilité des présidents d'association est très lourde. S'il y a le moindre incident en matière financière, c'est le président qui est même pénalement responsable, je le dis. Donc, si l'État veut être plus présent dans la tenue de nos comptes, je n'y verrais que des avantages. Ça soulagerait peut-être le président quand il se lève tous les matins de se demander s'il ne va pas y avoir un huissier à sa porte. Voilà. Non, je plaisante. C'est peut-être pas à mettre au compte rendu. L'administrateur fera en sorte que ça ne soit pas le compte rendu. Voilà. Mais voilà, donc on va dans cette voie. Nous réfléchissons aux meilleures formules pour adapter un GIP, un groupement d'intérêt public, à nos statuts. C'est important qu'on le signale parce que France Volontaire, dans un an, n'aura peut-être pas tout à fait le même visage que celui d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense que ça va dans le sens, effectivement, en tout cas d'avoir un opérateur pivot qui anime, qui pilote le développement du volontariat français, comme on peut le voir dans un certain nombre de pays de l'OCDE, qu'il s'agit de l'Angleterre, aux États-Unis, c'est connu, c'est les Peace Corps qui pilotent tout le développement du volontariat. Et puis dans d'autres pays, on a un opérateur central qui anime l'ensemble des dispositifs à l'international et qui déploie l'ensemble des leviers nécessaires pour aider les acteurs à se déployer à l'international. Merci beaucoup, Ismaïla, d'avoir signalé cela. Vous avez employé le terme d'opérateur. Effectivement, nous avons dorénavant le statut d'opérateur du Quai d'Orsay en matière de coopération des jeunes. Voilà. Voilà. D'autres questions? Le dernier élément, le président l'a dit, il l'a salué, et là, pareil, l'ensemble des acteurs du secteur, je pense, vont saluer la mesure. Je pense que le fait de faire en sorte que le VSI permette la réciprocité, je pense que là, c'est une avancée extrêmement importante, parce que là, nous allons pouvoir accueillir des jeunes encore plus diplômés, plus qualifiés en France. Donc, il y aura vraiment probablement des missions très intéressantes dans les collectivités, au niveau de l'AFD, en tout cas, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont intéressés à accueillir des volontaires qualifiés en France sur un certain nombre de champs d'action. Et ça, je pense que c'est vraiment une avancée. Vous parlez tout à l'heure de demande et vous savez quantifier à peu près
là, actuellement, si toutes les conditions étaient optimales et qu'on avait les financements, à peu près combien on pourrait recevoir de volontaires en réciprocité? Je pense il faut aller vers une montée en charge progressive. Je pense que sur la première année, je ne sais pas si dans le rapport, je ne l'ai plus en mémoire, mais je pense que vous avez proposé 80 à 100, 80, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, Après, pour aller vers voilà. 2000. Mais... Je pense que ça me paraît raisonnable comme c'est ce qu'on avait trajectoire. discuté, hein. C'est ce qu'on avait, on Ouais, l'avait ouais, ouais. changé 3 fois, mais c'était pour savoir s'il n'y avait pas de nouvelles. Ça n'avait pas changé. Okay. Non, non, ça me paraît raisonnable comme trajectoire, d'autant que le service civique nous permet aussi, avec d'autres profils de jeunes, de pouvoir les accueillir aussi à travers voilà, des missions de réciprocité. Donc, on a le service civique, donc on a en plus le VSI. Je pense que, voilà, en tout cas pour le VSI, la trajectoire me semble raisonnable, réaliste. Je voudrais ajouter quelque chose de très concret parce que j'imagine que d'aucuns pourraient s'inquiéter de mes anciens collègues voilà, d'arrivée de quelques jeunes qui ensuite, je parle librement, disparaîtraient dans la nature. Pas du tout. Nous n'avons jamais eu, peut-être une fois, mais c'était vraiment accidentel, de jeunes qui arrivent. Ils sont toujours fixés à leur tâche. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que si quelques parlementaires voudraient peut-être un jour avoir un jeune en réciprocité, ça serait peut-être intéressant qu'un jeune africain voit comment fonctionne le Parlement français pendant quelques mois. Ça serait peut-être une opportunité. Parce que j'aime beaucoup interroger les jeunes qui, au bout de quelques semaines, qui sont arrivés en France, ils arrivent directement. Hein. Le dernier que j'ai interrogé, il venait de Bobo-Dioulasso, au Burkina, et je lui ai vraiment demandé son avis sur la France. Il m'a répondu très, très franchement et des choses très concrètes ça m'a beaucoup plu. Leur vision nous est très utile. C'est pour ça que lorsque j'ai dit à ces présidents africains, le Nord a besoin du Sud, c'était ça. C'était quelle est votre vision, comment vous nous voyez, et on s'aperçoit qu'il y a bien des choses peut-être à corriger. J'ajoute une chose, c'est qu'une fois rentrés chez eux, ils disent cela sur la France et l'Europe d'ailleurs, et le Nord. Peut-être ils sortent du rêve de l'Eldorado que pourrait être le Nord. Voilà. Et c'est pas mauvais que ce soit eux qui le disent plutôt que nous. Voilà, dans l'esprit de ce que vous imaginez, pour enlever toute illusion sur l'argent qui coule à flot dans les pays du Nord. On sait bien que c'est pas vrai. Il vaut mieux que ce soit eux qui le disent. Alors nous, ce que nous envisageons, peut-être cette année, si on a la possibilité, si on a le temps, parce qu'on est sur une année un peu particulière chez nous, mais c'est de lancer une grande étude pour regarder un petit peu tous les volontaires qui sont venus en réciprocité, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dans leur pays respectifs. Il y en a un certain nombre qui retournent, qui créent leur propre boîte, d'autres qui s'insèrent dans des associations, d'autres qui prennent d'autres initiatives, qui reprennent les études à l'université, etc. Donc ça, je pense que c'est un travail important de capitaliser un petit peu voilà, l'ensemble de l'expérience depuis plusieurs années et puis pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font. On avait aussi l'idée de mettre en place un réseau d'anciens volontaires de réciprocité pour les connecter. Ils proviennent de différents pays, de différents continents, Afrique, Asie. Voilà, donc ça c'est les deux initiatives sur la question de la réciprocité que nous comptons mener, lancer assez rapidement. Très, très intéressant. C'est clair que si on peut savoir ce qu'ils sont devenus ou en tout cas le parcours qu'ils ont eu après, c'est précieux. Pour ça. Si c'était arrivé en même temps que la loi, ça aurait été parfait, mais bon. Ouais. Ah oui. Parfaitement aligné. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des collègues connectés ou des collaborateurs des collègues qui souhaitent poser une question? Non, alors moi j'ai peut-être une dernière question. Et merci encore. Alors, qu'est-ce que. Comment, si on envisage, parce que c'était, comme vous l'avez tous les deux dit, on pense vous avez largement fait en sorte de pousser les portes sur ces questions de volontariat
de l'incarnation de cette coopération. Et le président de la République voulait aussi continuer, parce que malheureusement, ça ne s'est pas fait comme on a voulu, mais en décembre, il y avait aussi la volonté peut-être d'engager de pousser encore un peu plus loin la question du volontariat et d'essayer d'aller plus loin dans la coopération de manière générale. Ma question, c'est comment vous verrez, est-ce que vous verrez d'un bon œil, par exemple, on a eu l'occasion de le discuter d'ailleurs, la question d'un volet volontariat international dans le cadre du service national universel. Comment pour vous, ça s'articulerait s'il y avait la possibilité à donner à tous les jeunes qui font un SNU, qui on espère deviendra généralisé le plus fortement possible, en lien avec vous et avec d'autres, bien évidemment, l'opportunité à la fin du volontariat de pouvoir partir à l'international, qui n'est pas le cas de la grande majorité de jeunes Français, malheureusement, qui aiment réserver un nombre de personnes. Ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est dans la prise en... On avait discuté de ça, c'était avec vous, avec d'autres auteurs du volontariat, que je peux m'en excuser, sur la question des cotisations sociales, etc., enfin la prise en charge par l'État. Est-ce qu'il y a des choses qui avaient avancé? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être on pourrait essayer de... Alors, Ismaïlia va sans doute donner des précisions, mais c'est vrai qu'il y a la prise en compte pour plus tard des points de retraite. Allô? Ah, on est coupé, ça va revenir. Voilà. Donc, on a cette préoccupation de la retraite. Alors, pour le premier point, oui, on a participé aux discussions sur le service national universel. On a été dans la boucle. Jusqu'à présent, on est très content de travailler avec l'Agence du service civique. Si cela doit changer de forme, il faut que nous reprenions langue avec le service national universel. Mais ça veut dire aussi que nous-mêmes, il faudra que nous évoluions dans ce sens. Ismaïlia, vous avez participé aux discussions, vous pouvez peut-être témoigner? Oui, en fait, nous sommes en contact avec l'équipe du SNU. Ce que nous avons proposé, c'est d'animer un module d'information, de sensibilisation des jeunes sur les questions internationales, déjà pour susciter à la fois la curiosité, l'intérêt, voilà, dès le départ. Donc ça, dans le cadre du SNU, c'est dans le cadre du SNU. un module, d'accord, très bien. Absolument, absolument. Donc ça, c'est fait. Après, si on va aller plus loin pour effectivement formaliser des passerelles avec un engagement de service civique, c'est une question qui peut se travailler avec l'agence du service civique. Excellent. Voilà. Ben écoutez, alors Hubert, Julien a quand même communiqué si jamais il y a une question. Sinon, je pense qu'on peut vous libérer. Non, je suis désolé Hervé, je viens plus d'arriver parce que je suis voilà, donc je vais être surtout en mode écoute là aujourd'hui. Oui, non, mais il n'y a pas de sujet. Voilà. Pas de sujet. Ah, ben écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Jacques, merci beaucoup de ta présence et avec grand plaisir. De ton inlassable combat depuis des années sur ce sujet. Tu vois, ça commence à payer. On a petit à petit, on arrive à mettre des choses et nous, on est très, très contents aussi de pouvoir porter aussi ce sujet de volontariat international, de la réciprocité et on va continuer. Donc, on est à disposition aussi s'il y a besoin d'autres éléments. Et merci merci beaucoup Ismaël. Là aussi, le travail fourni de l'analyse que vous avez faite de la loi à votre disposition. Je vous transmets le rapport, la note. Et nous, la note, on la transmettra à tous les collègues des affaires étrangères pour leur bonne information. Et voilà. Donc, on vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, souhaite une bonne fin de semaine, un beau week-end. Et de toute façon, on va se tenir au courant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, certainement. Merci. En tout cas, voilà un texte qui nous satisfait pleinement. On félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.